Europe 1 matin. Le club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actualité politique. Avec nous ce matin, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour. Olivier d'Artigol était avec nous et là également. Bonjour Olivier. Alors est-ce qu'il faut y voir un pied de nez politique à ses opposants, ce genre de mobilisation contre la réforme des retraites? Le 14e donc, Emmanuel Macron est en Normandie. Hier au Mont-Saint-Michel a considéré, tel un Chateaubriand au pouvoir, les siècles qui s'enchassent. Très belle formule. Et aujourd'hui a commémoré le D-Day, le débarquement de 44. Olivier d'Artigol invoquait l'histoire pour faire oublier la crise sociale. C'est la une du Figaro ce matin. Vous pensez qu'il y a que ça? J'ai vu cette une bien inspirée. Emmanuel Macron est en la matière un récidiviste. Ce n'est pas la première fois qu'il prend le thème mémoriel, disons. C'est pas le premier président non plus à le faire. Pas le premier, non. Pour essayer de faire un pas de côté concernant une actualité politique ou sociale plus difficile pour lui. Bon, il a déjà fait son discours hier au Mont-Saint-Michel et certainement ce qu'il dira aujourd'hui est souvent très inspiré. Il y a du style, il peut y avoir du souffle, mais un président qui regarde ailleurs alors que pendant ce temps-là, il y aura une journée de mobilisation et une actualité parlementaire assez dense. Alors Eugénie, vous avez été avec Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel. Discours très lyrique du président au pied de la statue de Saint-Michel. Je vais donner une de ces phrases que vous avez soulignées. Chaque pilier d'un âge permet de soutenir le suivant. Le plafond d'un siècle constitue le plancher du prochain. La sédimentation de l'histoire de France, de la culture française. Il y aurait donc une culture française? Oui, c'est intéressant parce qu'on voit qu'Emmanuel Macron tourne un peu autour de ce sujet de la culture française depuis le début de son premier quinquennat. On se souvient en 2017 de cette phrase, il n'y a pas de culture française. Il avait répété aussi, il n'y a pas d'art français. Et ça lui avait été énormément reproché, notamment par la droite. On l'avait accusé d'être multiculturaliste. Il s'en est défendu depuis. Et il essaie d'être non pas dans le en même temps, mais dans le ni-ni sur cette question. C'est-à-dire, comme me l'a dit un de ses conseillers, ni Zemmour, ni woke, entre guillemets. C'est-à-dire refuser une forme d'identité qu'il juge figée, sclérosée, déjà écrite, et parler d'une identité un peu, d'ailleurs, inspirée par Paul Ricoeur, qui est son maître en philosophie. Paul Ricoeur parlait d'identité narrative, c'est-à-dire une identité qui se raconte sous forme de récit. Et c'est ça, un peu, sa vision de l'identité française. Alors parfois, c'est un peu flou, parce que quand il parle, par exemple, d'identité palimpseste, on a du mal à suivre, c'est un peu cagneux. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on écrit, qu'on efface, et sur lequel on écrit, etc. C'est des morceaux qui s'enchaînent. Et je pense que voilà, il veut en permanence garder au souci d'une identité ouverte pour ne pas tomber dans ce qu'il appelle les pièges identitaires. Bon, cette ligne de crête, on comprend que sa position de centriste l'oblige à la tenir. Parfois, on a du mal à voir concrètement ce qu'il veut dire par là. C'est très intello, c'est très intellectuel. Voilà. Les Français suivent-ils Olivier d'Artigol? Non, je pense que les Français ne suivent plus dans leur forte majorité. De quoi le macronisme est-il le nom? Qu'est-ce qui restera? Et il a cette capacité, cette élasticité, qui fait qu'il peut nous dire ça aujourd'hui et nous dire presque l'opposé dans une semaine. C'est-à-dire, il peut faire des bonds théoriques en étant systématiquement sur des cibles. Quand il le fait, ça peut apparaître juste, mais ça n'est pas frappé du sceau d'une sincérité qu'on peut ressentir. C'est-à-dire qu'il y a du vernis qui va se craqueler sitôt une prochaine intervention qui semblera détricoter ce qu'il a dit quelques jours auparavant. Et je pense que les Français ont ressenti cela. On pouvait penser ce qu'on voulait de Chirac, de Mitterrand, ou d'autres, mais il y avait quand même, j'ai envie de dire, une épaisseur, un ancrage, une identité politique. Emmanuel Macron, lui, fait des sauts d'un sujet à l'autre, et aujourd'hui, on voit bien que son calendrier est aussi un calendrier de défausse par rapport à certainement ce que nous n'allons pas tarder à discuter, c'est la journée sociale. Eugénie Bastier. Non, mais c'est passionnant cette question d'identité, je trouve. Et le Mont-Saint-Michel est assez emblématique de ça, parce que c'est effectivement un lieu vieux de 1000 ans. Et Emmanuel Macron avait dit en 2017, l'identité française n'est pas un monolithe. Mais le Mont-Saint-Michel, c'est aussi un monolithe. Et je ne pense pas que les chevaliers normands qui l'ont défendu au XVe siècle à 2 reprises contre l'envahisseur anglais l'ont fait au nom d'une identité palimpseste, au nom de l'ouverture à l'autre. Ils étaient justement ce que montre le Mont-Saint-Michel aussi, c'est qu'on se définit aussi contre
contre un ennemi, que c'est ça aussi qui fonde la nation, et qu'il n'y a pas de nation sans une forme de fermeture. Le Mont-Saint-Michel est aussi une citadelle. Et il y a cette espèce de toujours cette inquiétude, cette volonté de ne jamais avoir une identité fermée, qui n'est pas en fait vraie au regard de l'histoire, parce qu'il n'y a pas d'identité sans une forme de fermeture, et ce qui ne veut pas dire que c'est mal. Toujours associer le fermé au mal et le bien à l'ouverture, c'est quand même un réflexe typiquement libéral, macronien, dont pour le moment il n'arrive pas à se défaire, parce que c'est, je pense d'ailleurs, sa conviction profonde. Alors il a célébré hier au Mont l'esprit français de résilience et de résistance. Alors cette formule, elle lui est revenue dans le nez comme un boomerang, parce qu'on lui a dit, ah bah tiens, bah non, la résilience et la résistance, elle est dans la rue aujourd'hui contre la réforme des retraites, Olivier d'Artigol. Oui, moi je n'en peux plus de ce terme de résilience, mais c'est un autre problème. 14e journée, j'ai entendu Laurent Berger sur vos ondes. Donc il y a quand même une opposition dans la durée. Peut-être que là c'est un peu le temps additionnel si on prend une métaphore footballistique. Très certainement que la contestation prendra d'autres formes dans les prochains mois, sans qu'on sache aujourd'hui. Ah bon, on a une idée quand même, une forme de guérilla juridique, contestation de tous les décrets d'application devant le Conseil d'État, etc. Ce dont je suis certain par rapport à ce qu'on peut ressentir, c'est que cette réforme est toujours très minoritaire dans le pays, qu'il y a un cumul de frustration, de colère sourde, de mécontentement vis-à-vis de ce pouvoir, et je suis certain que ça s'exprimera d'une manière ou d'une autre dans le calendrier à venir. Olivier, rappelez-vous, il y a 10 ans, pour la précédente réforme des retraites, rappelez-vous, il y a 20 ans contre la presse, on a dit la même chose. Oh là là, ça va rester comme ça, comme le sparadrap du capitaine Haddock, comme un élément de colère des Français. Et puis finalement, c'est passé. Bien sûr, Dimitri, mais je prends d'autres repères. Et il y a eu le non-référendum en 2005, il y a eu l'irruption des Gilets jaunes que personne n'a vu venir, il y a eu ce mouvement contre les retraites qui a montré dans le pays un fort mécontentement, notamment sur la réalité, le sens, la valeur travail. Donc il y a beaucoup de questions qui sont là, dont on sent qu'elles sont très, très dures, ressenties très douloureusement et qui ne sont pas traitées. Je crois que si vraiment la Macronie pense pouvoir faire aujourd'hui passer à autre chose, dans la tête des gens, ils ne sont pas passés à autre chose, quand bien même ce sera acté à l'Assemblée. Eugénie Bastier. Moi, je pense que les Français sont résignés à cette réforme des retraites, mais ce qui restera, c'est effectivement un sentiment de dépossession démocratique et une crise de régime. Et le fait qu'effectivement, ce qui restera, c'est pas tant le contenu de la réforme que la manière dont elle est passée et la manière dont effectivement les Français se sont sentis spoliés de leur volonté démocratique, parce qu'elle n'a pas véritablement été votée. Et ça va rester. Mais moi, je prends le pari qu'en 2027, la question des retraites ne sera pas une question pour la présidentielle. Et certainement, les partis de gauche défendront la retraite à 62 ans, mais ce ne sera pas au cœur de la présidentielle. Parce que on n'est jamais revenu en arrière d'une réforme des retraites ces 20 dernières années. Moi, j'ai encore eu ce week-end des témoignages de personnes me disant, je fais mon calcul, je vais partir donc à telle année, donc ils s'enquillent les 2 ans, et ils disent, je ne vais pas y arriver. C'est-à-dire cette question de la fin des trajectoires au travail, des emplois des seniors, du fait qu'il y a des fatigues physiques et psychiques aujourd'hui dans le monde du travail, il y a des personnes qui disent, déjà à 62 ans, je ne me le voyais pas, mais là à 64, je n'y arriverai pas. Ah bah, j'ai plus les sondages en tête, mais c'est beaucoup de gens, de l'ordre de 30 à 40% des actifs aujourd'hui. Aujourd'hui, un actif sur 2 qui liquide ses droits, comme on dit, qui part à la retraite, n'est déjà plus en activité. 1 sur 2. Ah, mais ça, c'est un problème qui est devant nous, évidemment. Si, on le vérifiera. Je demande la VAR. Un actif Olivier, sur 2 qui liquide ses droits est en inactivité, ou alors au chômage, ou en invalidité, ou en cessation. Non, ça c'est un chiffre qui est mal interprété. On le vérifiera. J'ai plus l'info. Et alors pensez-vous l'un et l'autre, peut-être avez-vous lu cet entretien d'Édouard Philippe avec l'Express, qui sur le mot de l'immigration, pour un membre éminent de la Macronie a des mots qui détonnent. Il parle de l'immigration du fait accompli, c'est au-delà de l'immigration subie. Il appelle à la renégociation de l'accord 68 avec l'Algérie. Refuser les postures ne veut pas dire refuser certaines ruptures quand elles sont nécessaires. Tiens, quand Édouard Philippe parle de rupture, il y a quand même un mot-clé, un signal qui est envoyé. Est-ce que vous pensez peut-être, Eugénie Bastier, que c'est là aussi peut-être un des héritages de la retraite, à savoir il faut commencer à traiter des sujets qui sont des préoccupations populaires? Oui, tout à fait. Et ça montre bien cette position d'Édouard Philippe, quand même, que les coordonnées politiques ont bougé sur la question de l'immigration. Alors, est-ce que c'est dû à la dernière campagne présidentielle, à l'irruption d'Éric Zemmour, qui effectivement a mis ce sujet sur la table? Est-ce que c'est dû
au fait qu'on parle beaucoup de la gauche danoise qui a effectivement mis en place des mesures drastiques sur l'immigration et qui a un peu levé le tabou pour tous les centristes et une partie de la gauche sur ces sujets. En tout cas, le fait est que c'est un événement politique, le fait qu'un juppéiste, Édouard Philippe, rappelons qu'Alain Juppé en 2017 avait parlé de l'identité heureuse et qui récusait justement toute la question, cette question de l'angoisse autour de l'immigration en disant que c'était finalement un faux problème et c'était même une droite multiculturaliste et donc ça montre quelque chose. Après effectivement il a quand même une position de centriste, il dit la droite va trop loin, Emmanuel Macron ne va pas assez loin. Et il propose des choses audacieuses, peut-être qu'on va y revenir, notamment la rupture avec le traité de 1968. J'aurais aimé revenir avec vous, mais on n'aura pas le temps, c'est terminé. Merci à tous les deux. Pardon Olivier. Non, c'est pas de la censure. Hein. Ouais, 10 secondes. Allez, 10 secondes. Je vous laisse 10 secondes. Bonne journée à tout le monde. On aura l'occasion d'en reparler. C'est le sujet brûlant, le plus chaud de l'actualité, l'immigration, et c'est un feuilleton qui n'en finit pas. Merci à tous les deux, Olivier d'Artigol, Eugénie Bastier. Bonne journée à tous les deux.